bipèdes. Ouais, j'essaye d'en faire Tu une t'attendais différente. à ce que je dise quelque chose derrière. Pas du tout. Bonjour les bipèdes, bienvenue dans cette nouvelle émission de CJY. C'est la 52e, si je ne dis pas de conneries, mon petit. Bibi, j'allais t'appeler. Oh, non, parce d'accord. qu'il est pas là, mon Ouais, petit on voulait Néo. qu'il soit là, effectivement, et Ah ouais. le pauvre est un peu surmené, là, donc on va faire sans lui cette fois. Oui, on lui Mais- envoie plein de bonnes vibes. Bah ouais, j'espère que ça va aller vite un peu mieux, là, qu'il va pouvoir respirer, comme ça on sera 5 autour de la table, ou Exactement. 4, ça dépend. Aujourd'hui on est 4, Aujourd'hui, nous sommes 4. parce qu'on a Et aujourd'hui, on va parler... LD, LA. C'est pas faux. Normalement, voilà, là tu me dis quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Level design, level art. Donc on reprend l'arc jeu vidéo, ça y est, on y est. Ça faisait un moment là, on avait fait 5 émissions un peu qui orbitaient autour de tout ça. On reprend enfin la chaîne du jeu vidéo et on commence donc avec les level design et le level artist, donc ceux qui construisent ces niveaux de jeux vidéo, le monde, les énigmes, les salles de combat, le world même entier, le monde entier. Ne spoil pas, ne spoil Voilà. pas. Et donc, qui c'est-il qu'on a derrière les micros? Eh bien, je les invite à se présenter. Bonjour messieurs. Bonjour, alors on parle aux bipèdes si j'ai bien compris. Exactement. Oui, ce sont nos Amis bipèdes, bonjour. nos suiveurs. Alors moi je m'appelle Jean-Baptiste Rollin et je suis lead environnement artiste ou level artist chez Ubisoft depuis quelques années maintenant. Bonjour tout le monde, moi c'est Erwan et je suis level designer chez Ubisoft, mais moi ça fait beaucoup moins longtemps. Ça fait que 3 ans que je suis dans l'industrie, ouais. Voilà, donc on va revenir sur ces deux métiers pendant cette émission. Mais oui. Évidemment, juste avant, un petit rappel sur le Patreon, oula, ça fait longtemps. Comment que c'est-il qu'on nous aide? Exactement, donc Voilà. vous avez les dons, vous avez le Spreadshirt pour avoir des comment on appelle ça, du produit dérivé à la con, voilà, mais surtout... Oh la con, dis donc, des belles casquettes. Regarde comme elle est belle, ma casquette, Non, quand mais même. Elle est des magnifique. produits dérivés, voilà. Le plus important, c'est surtout de parler du podcast et de le partager, parce qu'on est là pour partager la passion, la passion. Si. Et si vous voulez vraiment nous soutenir, et on remercie tous ceux qui nous ont rejoints récemment, parce qu'il y en a eu pas mal, en fait, sur ces Oui. 4 derniers mois-là. Vous avez Patreon, effectivement, à partir de 1 euro, 3 euros ou 5 euros. Vous avez 3 paliers différents, junior, mid, senior. Plus vous soutenez, et plus vous avez accès à des choses, notamment le Discord, Oui. que l'on a commencé à intégrer à partir de cette émission, puisque maintenant on prend des questions des Patreobipèdes pour nos invités. Tout à fait. Et vous avez les émissions en avance, et etc., etc. Et des goodies, en plus, si vous êtes senior. Exactement. Voilà. Bon, bah merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et puis là, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais c'est parti. Alors, je vous le dis tout de suite, moi venant du monde de l'animation, le monde du jeu vidéo est un petit peu étranger. Tout à fait. Un petit peu. Attention. Donc, je vais... d'habitude, je fais le candide. Hein, je fais un peu celui... Ah ben non, mais qu'est-ce que ça veut dire, machin? Alors que j'ai déjà les réponses, dans 90% des cas. Mais alors là, je vais pas du tout les avoir. Donc... Alors moi, j'en ai une partie, mais je suis qu'animateur aussi. Donc, je suis assez ignare, mine de rien. Et Voilà. c'est pour ça que je voulais vraiment aussi faire cette émission, au-delà du fait que de toute façon, on va faire toute la chaîne normalement. Mais c'est aussi parce que c'est des métiers qui sont très importants pour comprendre pourquoi est-ce qu'on me demande certaines choses et pas d'autres. Le jeu vidéo est vachement plus intriqué que l'animation. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça. Mais tu seras pas si perdu parce qu'au final, ça parle quand même de décor, quelque part. Déjà. Ouais. Donc, comme tu es un grand layout artiste aussi. Oula, mon voilà. Dieu. Eh bien, donc, commencez par vous présenter plus en détail, votre parcours, etc. Jean-Baptiste, je laisse commencer. Est-ce que j'ai le parcours le plus long, c'est ça? Certainement, comme ça, Est-ce qu'il après, va on verra, prendre on le dira, plus de ouais, bon, temps écoute, vas-y. On garde 2 minutes à la fin. Alors moi, donc, j'ai déjà dit mon nom, mon prénom, hein, c'est pas la peine de le répéter. Donc, level artist depuis pas mal d'années maintenant, dans l'industrie du jeu vidéo depuis plus de 20 ans. Je suis obligé de le dire maintenant, tant Eh pis. ouais. Hein. J'ai commencé chez Delphine Software, pour ceux qui connaissent, donc qui est quand même la boîte à l'origine de Flashback. Notamment. Ok, oui, donc effectivement. Alors j'étais pas, hein, j'ai pas participé à Flashback, mais je connais l'homme qui était rotoscopé pour Flashback. C'est un bon ami, qui est pas n'importe quoi quand même. Et oui, puisque voilà. c'était pas Eric Chahi pour Flashback. Non, Bien pas que, du tout. bien que ce soit lui qui soit derrière, si je ne dis pas. Alors je Tease, sais, plus ou non, moins, parce non que non, je crois pas. Hein, Parce que c'était dans la lignée de ah putain, j'ai perdu le nom. Bah, celui de Eric Chahi qu'il a fait dans son garage, Alors- où il s'est rotoscopé. Ah mon Dieu! Je confonds Ah. avec Flashback, du coup, j'ai celui-là en tête, j'arrive pas à retrouver le deuxième. Mais oui. Bah, le premier, en fait, celui qui est... Bon, bref, on va le retrouver. Alors, il y avait en tout cas Paul Cuisset, donc Oui. pour ceux qui connaissent, qui était encore là. Another World. Donc, Another World, merci. exactement.
Et je l'avais plus non plus. Voilà, faut pas le dire, c'est trop tard, je l'ai dit. Et ensuite, chez Ubisoft, entre-temps, j'ai commis un Star Academy chez Monte Cristo. Voilà. En jeu vidéo? En jeu vidéo, ouais, qui n'avait absolument rien à voir ni avec un jeu vidéo, ni avec la Star Academy. Hein, c'était une sorte d'objet étrange. D'accord. Okay. Oui, une sorte de reskin de Sims où on faisait des concerts, un truc un peu bizarre. Voilà. Et ensuite chez Ubisoft, donc après sur du Ghost Recon au début, donc Advanced Warfighter, puis des Lapins Crétins et de Rayman Origins et Rayman Legends. Des gros Rayman. Des gros Rayman, voilà. Et puis ensuite, des projets qui sont pas forcément sortis ou pas encore sortis chez Ubi, dont je ne parlerai pas. Et puis enfin, Prince of Persia, le dernier qui est sorti en février, The Lost Crown. Tout dont à fait. On est très fiers. Ah oui. Ah, et vous pouvez parce qu'il est super. Voilà, achetez-le, tout ça. Voilà. Et les études, qu'est-ce que tu as fait pour arriver dans ce métier-là? Alors, super généraliste. Moi, j'ai fait les arts déco, donc vraiment, ça a vraiment rien à voir avec le jeu vidéo. Faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école de jeux vidéo, ça n'existait pas. Donc, j'ai fait multimédia, section multimédia. Oui. C'était le mot de l'époque. Multimédia, ça voulait un peu tout et rien dire. On faisait des CD-ROM, des choses comme ça. Et ouais. Incroyable. Et puis j'ai fait de la 3D, je me suis auto-formé en 3D à l'époque, et puis ça m'a bien servi parce que ça m'a permis de rentrer dans le monde du jeu. Et puis voilà, et puis après ça a suivi son cours un petit peu, et maintenant je suis lead level artist. Voilà, ce qui change pas grand-chose en vrai, c'est le même boulot. Oui, mais tu supervises un petit peu quand même, un petit peu, l'équipe, mais machin. Un petit peu, mais ça reste un boulot. Enfin, je participe et je peux pas être juste cocheur de cases à la fin, quoi. Oui, t'es lead, mais t'as quand même les mains dans le cambouis aussi. Je peux pas enlever mes mains du cambouis. Ouais. Elle a les bras dans le moteur. Faudrait me les couper les bras, parce que sinon je pourrais pas. Et Erwan alors? Ouais, ça va être beaucoup plus court. Une histoire très différente du coup. Très différente. Déjà, il y avait des écoles quand t'as commencé. C'est ça. Ma première réponse, c'était très scolaire, mon parcours, du coup. Après le bac, enfin même pendant mon année du bac, j'ai su instantanément que je voulais faire du jeu vidéo, en ayant fait des salons, justement, en étant allé voir les étudiants directement et les écoles. Donc moi, j'ai fait l'Institut de l'Internet et du Multimédia, qui s'appelle l'IIM. Il y a pas mal de personnes. J'ai réagi quand tu disais ça, parce que du coup, je fais cette école-là aussi, parce que je savais que je voulais faire jeu vidéo, mais pas encore quoi, même si le design m'intéressait beaucoup. Et c'est une école qui m'avait permis de tout faire, l'animation 3D, j'ai fait du modeling aussi, j'ai fait du dev web, je pourrais dire visuel. Enfin, en tout cas, on a fait beaucoup de Photoshop, Illustrator. Enfin, on a appris énormément de choses dans cette première année, qui m'ont quand même conduit donc à choisir jeux vidéo et l'axe design. Mais c'était incroyable d'avoir vécu toutes ces petites expériences pour arriver dans des productions comme ça, où en fait, savoir communiquer aux autres équipes, c'est important. Donc voilà. Donc j'ai fait l'IM pendant 5 ans, j'ai fait un master. Quand même, ouais. Et grosse étude aussi, quoi. Ce qui est marrant, on m'avait déjà posé la question pourquoi le jeu vidéo, et je pense que j'ai apporté une réponse quand j'étais petit. Je faisais énormément déjà de LD sans me rendre compte. Peut-être il y a des gens qui se reconnaîtront là-dessus. De LD de level design. Level design. Voilà, pas bien d'accord. À chaque fois que vous allez entendre LA, ce sera Level Artist, et LD, Level Design. Parce que vous allez l'entendre certainement des milliers de fois pendant 1 heure, là, c'est sûr. Clairement, je prends des petits mots-clés comme ça. Et ouais, je faisais déjà des niveaux, en fait, sans m'en rendre compte, des énormes BD un peu donjons avec des pièges et tout, sans m'en rendre compte, vraiment tout petit. Et 2 ans après, je me suis dit, en fait, c'est pas pour rien que je le faisais déjà à l'époque. J'adore construire des univers, et on en reparlera, et c'est ce que j'aime beaucoup faire au quotidien. Et donc, j'allais finir sur recruter à Ubi sur Pop aussi, du coup. Et 3 années d'expérience de Prince of Persia. Voilà. C'est la fête aux acronymes. Et à faire du ping-pong avec les level artistes, on va en parler. C'est 2 métiers très, très soudés. Au sens propre et au sens figuré. Vous avez on a une table. On a une table. Donc... Et ce que je trouve intriguant pour quelqu'un qui vient de l'animation, c'est que tu dis design. Mais dans le jeu vidéo, ça a un autre sens. Parce qu'on se pourrait dire, mais le design, c'est JB qui le fait du coup. C'est Jean-Baptiste. Il est level artiste, donc il fait du design au sens graphique du terme. Mais toi, tu es level designer, mais ça n'a pas le sens qu'on a en CG, quoi. C'est très vrai ce que tu dis, ouais. Design, donc il y a aussi game design. Donc pour un petit résumé, c'est les personnes qui créent les mécaniques de jeu. Si on prend l'exemple d'un Mario, par exemple, un game designer va définir sa vitesse de course, sa vitesse de saut, quels sont les ennemis, qu'est-ce qu'ils vont faire et comment ils vont venir challenger le joueur. Et le level designer, lui, va construire les niveaux dans lesquels on évolue.
en fonction des contraintes par c'est le ça. level Ce designer, qui sont c'était par le game designer. par le game designer. C'est un peu les règles du jeu, en fait. Si tu devais faire un jeu de plateau, l'équivalent avec un jeu de plateau, ce serait établir les règles, ce serait le game design, et puis après, par exemple, répartir ça sur le plateau, ce serait le level design. Même si on extrapole encore plus, tu peux imaginer un sport. Son level design, quelque part, c'est les limites du terrain, c'est les règles que tu as pour jouer, pour faire un point. Le placement des buts, tous les trucs comme ça, clairement. Il y a des jeux qui le font et en mode ils changent ces règles-là et on voit que ça crée directement des nouvelles choses, quoi. Le level design du paddle s'inspire du tennis, mais n'est pas. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Non, c'est pas grave. Non, mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez pas le même métier, mais vous êtes vraiment étroitement liés. Et comment ça s'articule ces deux-là? Alors attends. Ah oui, on n'a pas présenté. Alors on a présenté le level design. Yes. Et maintenant le level artiste. Art. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Alors, et qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Eh ben, en fait, ce qui se passe, c'est que le level designer, alors, la plupart du temps, il a quand même des intentions de réalisation, même des intentions artistiques, c'est-à-dire, on va dire que, de toute façon, c'est lié. Un bon level designer, il pense à l'image que ça donnera à la fin. Mais il va pas tout produire et faire les images et notamment faire tous les assets, etc. Les assets, enfin je pense que tout le monde comprend assets, peut-être, je ne sais pas. Oui, non, mais c'est pas plus grave. ou moins. T'inquiète. Nous, notre job, c'est de créer le monde, enfin le visuel du monde en fait, et en collant le plus près possible à ce qui a été fait en level design. C'est-à-dire que, en gros, on touche pas au level design. Voilà. Nous, on essaye de fabriquer autour toute l'histoire visuelle qui va autour du level design. Donc, on va préparer tous les éléments en amont sur la base de concept art, en se mettant d'accord avec le directeur artistique. Par exemple, sur un environnement, ce qu'on appelle un biome. Nous, c'est-à-dire, ça va être dans un jeu, il peut y avoir plusieurs biomes. Il peut y avoir la montagne, il peut y avoir ou un palais, ou etc. Et en fait, nous, on va déjà fabriquer les éléments, on va tester de notre côté pour avoir le meilleur rendu possible, mais après, on va le confronter au level design. Alors, surtout dans les jeux comme Prince of Persia, où, pour le coup, on est dans un jeu qui est ce qu'on appelle un side-scroller, c'est-à-dire vue de côté, où là, le level design est d'une grande précision, et là, nous, on le respecte à 100%, en fait. Après, c'est tout le temps des échanges. C'est-à-dire qu'on va en parler avec les level designers en disant, nous, visuellement, ça nous arrange plus que ce soit comme ci ou comme ça. Mais nous, en gros, on est responsable du visuel du niveau. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas personnage, c'est, on va dire, GPE, Gameplay Elements, donc les éléments interactifs, donc avec lesquels le joueur interagit directement. Tout le reste, c'est de notre ressort. Oui, Erwan serait plutôt l'architecte. C'est ce que j'allais dire, qui fait les plans. Le décorateur. Le décorateur. C'est Okay. Valérie Damido. Voilà. Ouais. Ah, j'aime. D'accord. D'accord. Ne me flatte pas. Eh ben, on va maroufler alors. Voilà. Et ben nous, on maroufle à fond toute la journée. Vous marouflez comme des dingues. Comme des dingues. J'ai un petit exemple qui peut parler à tout le monde. J'aime bien en parler souvent de celui-ci. On avait étudié justement Disneyland. Et ben en fait, un parc d'attraction, c'est un bon exemple de combo entre nos deux métiers. Parce que le level designer dans un parc d'attraction, il va placer l'entrée, placer les boutiques, placer les attractions, les restaurants de manière stratégique. Si je prends l'exemple du coup de Disneyland, c'est pas pour rien qu'on passe par la même entrée devant tous les magasins. Alors c'est du LD marketing, hein, clairement. Mais avec Disney, ça m'étonnerait. C'est une stratégie. Et un level designer peut être amené à mettre en place pourquoi les magasins ici et faire juste une topologie. Et le level art, il va faire en sorte que ces magasins soient attrayants, donnent envie de rentrer et d'évoluer dans cet univers-là. Tiens, j'ai envie de manger un burger. Oh, regarde, il y a un restaurant avec un gros burger au-dessus. C'est un indice. Bien vu. Un ping-pong avec les level art, c'est comment il soit visible de loin, ce restaurant, parce qu'il est au cœur du parc. Pour la pause du midi, tu vois, il faut qu'il soit facile à trouver et tout, et c'est des réflexions à avoir en commun. Après, nous, on prend quand même en compte, enfin, c'est là que le côté de décoration, il définit seulement en partie, c'est que nous, on prend quand même en compte la navigation, inciter le joueur à aller vers certains endroits, mettre des choses en valeur. Donc, en fait, c'est quand même, on influe quand même sur le comportement du joueur. Donc, on va dire, c'est pas du papier peint. C'est un peu plus que du papier peint au sens où on participe au guidage. Guidance, ça fait vraiment néologisme. Ça se fait que les chemins soient lisibles, ouais.
Mais voilà, la lisibilité des chemins, les accès, et puis donner envie d'aller plus loin. En fait aussi, c'est aussi ça. Teaser le joueur, lui amener des petites choses qui vont lui donner envie d'aller plus loin, de découvrir, d'explorer, etc. Puis amener de la diversité aussi, de tenir compte de la navigation globale, d'aller au-delà d'un juste un niveau, mais de dire quel est le rapport avec le niveau précédent, le niveau suivant aussi, la narration, aussi, l'orientation, voilà, mettre ce qu'on appelle un POI, nouvel acronyme, Point of Interest. Point d'intéressement. Ouais, ou alors. Ouais, point d'intérêt. On avait dit pas les accents. Je crois qu'on n'avait pas le droit aux accents. Ou landmark, voilà, si on veut. Et ça aide aussi à se repérer dans un jeu, notamment quand les espaces sont grands ou quand les mondes sont grands. Donc, de donner des points de repère. Du coup, c'est intéressant. Ouais, vas-y. Pardon, non, j'avais une question. Alors moi, par rapport à mon métier de layout artiste, du coup, vous avez aussi, en tant que level artist, une vue par rapport à la caméra. Alors, tu parlais du side-scroll pour Pop, mais du coup, la caméra, elle est toujours au même niveau, ou quasiment. Enfin, je veux dire, voilà, elle est toujours perpendiculaire. Voilà. La distance va varier légèrement. Mais voilà, mais c'est tout. Après, on va varier sur le parallaxe, etc. Mais quand tu as des niveaux, enfin, ou des jeux où la caméra est plus ou moins libre. 3D, en tout cas. Navigation, en 3D, en navigation libre. 3D, oui. Du coup, vous prenez ça en compte aussi. Qui s'occupe de la caméra, bordel? Alors, la caméra, c'est les nouvel acronyme. Tu veux un nouvel acronyme? Oui, vas-y. Les GPP, les Gameplay Programmers. Mais okay. La caméra, en fait, c'est les designers aussi. Hein. Et les designers aussi. Justement, toutes ces valeurs de base et tout, c'est très design. C'est les deux, ouais. Pour l'intention. Mais en vrai, nous, on fait en fonction, évidemment, de la vue. Tu concevras pas ton niveau de la même manière si c'est un jeu en vue 2D ou si c'est un jeu en vue 3D. Par contre, la notion de point de repère, elle reste quand même extrêmement importante. Si tu arrives dans une salle où tout se ressemble, que tu as fait 3 fois le tour sur toi-même pour tirer sur des gars et que tu es incapable de savoir si c'est la porte où tu es rentré ou la porte où tu es sorti, où tu dois sortir, et ben c'est un problème. Et ben ça va être par l'éclairage, ça va être par des éléments, des props qu'on positionne à certains endroits pour attirer l'œil. Le travail est un peu le même, après il se fait différemment. Et puis il y a aussi la notion de point de vue lointain qui compte, c'est-à-dire que dans ce qu'on appelle des open world, donc dans des grands mondes ouverts, tu as aussi ces problèmes d'orientation, et c'est toujours intéressant d'avoir une grande montagne d'un côté ou un phare au loin ou des choses comme ça qui non seulement vont te donner envie d'aller explorer, mais en plus permettent de te repérer et quand tu fais 3 fois le tour sur toi-même, il faut que tu saches où tu es sans avoir besoin d'ouvrir la map. Exactement. Notamment. Mais alors du coup, quand il y a des jeux qui ont alors tu parlais d'open world, en général dans les open world, on a très souvent des moments où on a des histoires de focales qui sont vachement plus élargies pour voir un grand panorama, et des fois beaucoup plus réduites. Oui. Pour focus sur un truc. Donc ça, c'est qui? C'est les GPP ou c'est les LA? C'est à la fois. Alors, c'est pas les LA. Ça, c'est sûr. Pas les LA. Nous, on maîtrise, c'est pas nous qui faisons la caméra. C'est vraiment que le décor, quoi. Nous, c'est vraiment que le décor, et surtout, autant on peut composer un plan dans un jeu 2D, dans un jeu 3D, tu sais jamais exactement où sera le joueur. C'est ça. Donc, en fait, tu vas pas travailler quand même de la même manière. C'est-à-dire que tu peux pas composer au plan comme tu ferais en anime, par exemple, alors que tu peux beaucoup plus le faire dans un jeu 2D. Ce qui a un côté assez satisfaisant parce que tu fais un petit peu un travail d'illustrateur aussi, ou de layout artiste d'anime, et qui est assez satisfaisant. Par contre, sur ce qui est des valeurs de caméra, c'est clairement du game design. Alors là, pour le coup, c'est vraiment, on appelle ça les 3C. Peut-être je peux. Nouvel acronyme. Ouais, nouvel acronyme, mais celui-là, il est quand même assez important. Non, là, tu peux le chercher. Celui-là, il est pas évident. Les 3C, je te laisse l'expliquer. Ouais, vas-y, non. Ah non, je t'en prie, justement, savoir si tu as retenu. Alors, caractère, caméra et contrôleur. C'est ça, et contrôle, ouais. Et c'est ces 3 paramètres qui sont au cœur du jeu constamment. Et qui ont un impact sur ton taf à toi. Comment? Qui ont un impact énorme sur ton travail à toi. Ouais, ça, nous, on le prend. Sur le level designer. Et sur l'anime. On prend ces infos tout le temps au quotidien. Les contrôles, c'est ce qu'on appelle aussi des métriques. C'est des valeurs qu'on doit garder en tête. Ces fameuses distances de saut, distance de dash pour nous dans Prince of Persia. Donc, alors dash quand on roule sur soi-même, ou une sorte de sprint dans les airs ou sprint au sol. Et ces valeurs, elles sont importantes à garder en tête pour construire ces niveaux. Et la caméra, que tu me faisais rebondir là-dessus, c'est les designers qui vont définir par exemple des intentions à un moment donné du jeu.
Si on prend toujours l'exemple d'un open world, et si à un moment donné, la mission, je sais pas, elle doit être stressante, voilà, on va venir choisir des valeurs un peu plus resserrées de la caméra. Et tout ça est défini en ping-pong aussi avec la narration, des fois, ce qu'on veut raconter à ce moment-là. Et ensuite, quand nous, on l'applique dans les niveaux, là, on vient faire un parallèle avec le level art sur comment composer tout ça avec ce qu'on a défini. Et après, ça peut être amené à bouger. On reste pas focus sur cette valeur-là et on la garde. On peut la faire évoluer en fonction justement de vos retours. Ça serait cool de montrer un peu plus là. C'est une des variables d'ajustement en fait. C'est ça. Okay. Dans les fameux 3C, c'est peut-être la variable qu'on ajuste le plus fréquemment. Tout ce qui est contrôle, on n'y touche pas trop en général parce qu'il faut que le temps que le joueur les intègre. Alors que effectivement, si tu veux exposer l'arrivée dans un nouveau biome par exemple, ben tu auras peut-être tendance à avoir une vue plus large pour montrer le décor. Et puis, comme disait Erwan, si tu veux stresser le joueur, bah tu vas resserrer. Enfin, après tu utilises un petit peu les mêmes mécaniques que dans le ciné, avec la limite que tu fais pas du contre-champ ou des choses comme ça, ou en tout cas pas dans les phases vraiment gameplay. Après, tout ce qui est narration, là, tu tombes complètement dans le langage ciné, et là, tu peux en arriver même à des scènes entièrement cinématiques. Voilà, mais c'est là où je voulais en venir, c'est le lien avec les cinématiques. Du coup, est-ce que, en tant que aussi bien game designer, que level designer, pardon, que level artiste, est-ce que vous avez une influence sur les cinématiques ou pas du tout? Ou il faut au contraire que, en fonction des cinématiques, vous vous adaptiez à qu'est-ce qu'il faut, parce que là, c'est une partie animation pure. Enfin, je veux dire, c'est... Réponse B. D'accord. Réponse B. Là, en l'occurrence, c'est vraiment c'est la ciné qui prend la main. Okay. Et nous, on va travailler au plan. Pour le coup, on va même retoucher des éléments de décor, parfois même faire des éléments spécifiques qui ne sont pas dans le décor, mais qu'on rajoute pour enrichir le plan quand on a une cinématique. Même si la ciné prend place exactement dans le décor dans lequel tu es en train de jouer, quand ça peut notamment arriver. C'est en seamless. Alors seamless, ça veut dire sans cut. Ou c'est-à-dire que vous rentrez dans une pièce et tout d'un coup la caméra, vous avez plus le contrôle en fait, mais vous êtes quand même dans le décor du jeu, alors, etc. Donc ça, là, ça dépend si tu peux pas avoir de faux raccords non plus. Donc s'il y a du cut, tu en profiteras pour essayer de glisser des éléments. Et puis sinon, bah si t'es vraiment seamless, bah le décor reste tel qu'il est. C'est comme au ciné, c'est si tu peux cacher les triches, de toute tu vas façon, pas te gêner. C'est de tricheur. C'est mon taf. Non, Non mais si on a des métiers de tricheurs, on est un peu illusionniste, hein, c'est le principe aussi des choses, c'est faire croire qu'il y a plus que ce qu'on voit. Regardez la main droite pendant que la main gauche fait un autre truc. Voilà. Aussi. Et nous, il y a un côté Cinecittà, tu vois, c'est-à-dire que ce qui n'est pas vu n'est pas fait. Donc parfois, tu passes derrière un élément de décor et puis bah il y a rien. Il y a rien, il y a même pas de face, il y a rien. Parce qu'en plus, nous, on est à l'économie. C'est-à-dire que il y a une notion d'optimisation. Il y a une notion, nous, de calcul en temps réel. C'est-à-dire que quand tu fais un film, quand tu travailles sur un film, bon bah tu sais que tu as tant de rendu par image. C'est du précalculé. Nous, on calcule 30 ou 60 images par seconde en temps réel. Donc en fait, tout ce qu'on peut gratter en temps de calcul, en enlevant des faces, en optimisant les objets, en mettant moins de polygones, en simplifiant les choses, eh ben c'est du framerate, donc je sais même pas comment on dit framerate. Du nombre d'images par seconde. D'images par seconde, gain rafraîchissement, quoi. Voilà, tout simplement. C'est quoi justement ces contraintes vraiment techniques, là si on rentre un tout petit peu dans le technique, pour vous deux, Erwan par exemple, c'est quoi toi qu'est-ce qui va ça va être quoi ta contrainte? Je prends un exemple, voilà, t'as quelqu'un qui vient de la CG, qui veut faire un décor, il va dire « Oh super, je vais mettre des tours partout, des portes, des machins, des trucs. Je vais mettre 50 000 plateformes, des cailloux dans tous les sens. » Toi, ça va être quoi ta contrainte là-dedans? Alors déjà, bon, évidemment, parce que tu construis le niveau, donc il y a forcément des contraintes de gameplay, j'imagine, mais même techniquement aussi, il y a d'autres... On a la chance dans notre métier, on a beaucoup moins de contraintes que ce qu'ont eu les artistes et les programmeurs. Ouais. J'allais dire, il s'en fout, lui. C'est vrai? Ah bah oui. On a mis lui, tout il le va monde dire, dans la vas-y, merde. Non, on a bien sûr des contraintes. Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est souvent plus de l'ordre du micro. C'est que si on nous dit que ça passe, on le fait, tu vois. Donc nous, que ça passe dans le moteur, enfin si la machine rame pas, let's go. En termes de frame par seconde. Mais j'allais y venir. Nous, on bossait par scène, du coup. Ouais, il y a des questions de taille, forcément. Scène, pour ceux que ça ne parle pas, on pourrait parler de tableau. Voilà, on fonctionne par tableau dans le jeu. En tout cas, là, je parle de notre production. Et on avait un ordre d'idée de taille à ne pas dépasser. Donc, pas être trop grand, parce qu'on savait qu'inconsciemment, après, ça allait impacter le level art. Ils allaient devoir habiller tout ça. Et c'est là où on décuple les performances. Et tu parlais d'objets qui bougent. Et oui, effectivement, on avait aussi une contrainte de pas trop d'éléments qui bougent à l'écran, que ce soit ennemis ou gameplay element dont on parlait. Un gameplay element, c'est un objet sur lequel on va interagir pour évoluer dans le niveau.
Ou par exemple un levier, voilà. Voilà, une porte, un champignon pour Evan, un champignon sur lequel on saute quelque chose qui réagit aux joueurs, en fait. T'as envie de bosser à Nintendo, toi, ou pas? Non, un petit peu. En tant que level designer, c'est incroyable de bosser sur des jeux comme Mario, ouais. Ils font ça justement parfaitement bien. Et donc voilà, nous, la seule contrainte, c'était pas trop à l'écran, et on y allait beaucoup par itération. Nous, on a un métier en level design où on va construire un niveau, on va le tester, et on va le faire bouger, mais 100 000 fois par jour en testant tout ça. Donc rien qu'en essayant, et on voit que les perfs ne passaient pas, c'était déjà un bon moteur pour se restreindre. Ouais. Alors, c'est quand même un bon indice. Si sans décor, ça passe pas, Voilà. il y a très 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 peu de chances que ça passe une fois qu'on a mis tout le décor. Ouais, Voilà, ça au moins, ça on en est les sûr. FX et tout, Voilà. bien S'il sûr. y a vide, ça passera pas à plein. Oui, Ça donc semble du plutôt coup, logique. Du coup, c'est Erwan qui passe en premier, et ensuite, Toujours. c'est toi. Et voire même Jean-Baptiste. Erwan repasse, nous on Oui. repasse, et puis il repasse, et puis on fait des playtests. Alors playtests, on fait tester à des gens qui eux ne connaissent pas le jeu, parce que nous en fait notre regard il est complètement biaisé au bout d'un moment sur le jeu. C'est-à-dire que eux deviennent surentraînés. Donc, quand t'as les contrôles en main tous les jours. Ils ont les contrôles en main tous les jours, donc en fait ils passent les niveaux très très facilement. Puis surtout, on sait pas même nous, ce qui est compréhensible ou pas, puisque en fait, à force de le faire, en fait, on l'a acquis. Mais un joueur qui découvre le jeu, lui, il a pas ces réflexes-là, donc on a besoin de le faire tester. Le playtest, c'est vraiment ultra important, et particulièrement dans ce genre de jeu, dans les platformers. Alors Metroidvania, platformer, enfin bon, on rentrera peut-être dans les détails mais bon, et du coup on change énormément et on revient énormément sur le travail qu'on a fait. Même nous en art, parce qu'on peut pas attendre qu'ils aient tout terminé, tout le jeu, pour nous arriver à la fin, et parce que ça marche pas comme ça. Oui. Et puis en plus, parce qu'il faut qu'on le voit avec le décor, qu'on le fasse tester aussi avec le décor, parce que ça peut affecter la lisibilité. On en a pas parlé, mais la lisibilité, c'est un point qui est extrêmement important. Dans tous les jeux, ouais. N'importe lequel jeu, il faut que tout soit lisible. Alors, c'est-à-dire tout soit lisible. En gros, C'est t'as quoi, un ordre de priorité. En gros, on va dire que le joueur en 1, son avatar, son personnage en 1. Ça, c'est ce qui doit être lu. 100%, dans 100% des cas, c'est ce qui doit ressortir le plus fort contraste, voilà. Ça, c'est le joueur. Ensuite, on va dire les ennemis, les NPC, ce qu'on appelle un non-playable character. Voilà, encore un acronyme. Donc en français, personnage non joueur. Personnage non joueur. Puis les éléments gameplay, les gameplay elements, donc les éléments interactifs. Puis on va dire tout ce qui est collisionnable, donc le sol, les murs. Et après, seulement après, les éléments de décor, on va dire, les éléments qui sont là pour apporter un plus en d'ambiance, visuel, etc. Et c'est dans cet ordre-là que l'image doit être construite. Si ton aimant de décor ressort plus que ton personnage principal, il y a un gros problème. Parce que le pratique avant l'esthétique. En fait, le problème, c'est que pas d'en main, quand il y a une action qui est un peu frénétique, au bout d'un moment, en fait, tu vois plus rien, tout simplement. Et ça, c'est un vrai souci. C'est un truc intéressant, c'est un truc qui rejoint sur tous les corps de métier. C'est la plus grosse différence pour moi entre l'animation et le jeu vidéo. C'est que tu mets tout au service du gameplay et donc du joueur. J'avais une question qui était qui a le dernier mot entre vous deux, mais en fait, finalement, celui qui a le dernier mot, c'est le joueur, en vrai. Oui. C'est très vrai. Finalement. Et c'est pour ça que les playtests, c'est critique. Voilà. C'est-à-dire que nous, on peut avoir notre opinion, on peut trouver ça joli, pas joli, bien, pas bien, lisible, pas lisible, mais c'est pas nous qui décidons, en fait. Voilà, la plus grosse diff, c'est que vous avez le nez dans le guidon. Exactement. C'est vraiment des battles en interne on a bien une mécanique et tout, absolument la garder. En fait, non, des fois, il faut savoir lâcher en mode, le joueur le perçoit pas comme on le veut, et il faut aller dans le sens du joueur, quoi qu'il arrive. Et puis, on se trompe. Oui. C'est tout simplement, on se trompe, on n'a pas la science infuse, on teste, on se plante, on réessaye, on change, on se plante, voilà. On essaie de moins pas trop se planter. Puis même comme ça, en plus, tu fais des tests à petite échelle. Oui. Une fois que le jeu sort, t'as encore, là, t'as une énorme notice qui vient tester le truc. Et tu reprends une vague. Et voilà. Et tu reprends une vague. Même après la sortie du jeu. Les haters arrivent à ce moment-là. Ils sont là avant. Les haters, ils sont là avant. Ils sont là partout. Ils sont là tout le temps. Mais non, c'est pas forcément des haters. En plus, là, pour le coup, il s'agit pas de haters. Il s'agit juste de gens qui ont pas eu dont l'expérience a pas été complète parce que, on avait négligé certains détails et que, à petite échelle, on n'a pas eu ces retours-là. Puis, quand tu invites des playtesters, dans les studios, que tu leur offres des casquettes, que tu leur fais essayer le jeu, ils vont avoir une tendance un peu naturelle à minimiser les défauts. Il faut en tenir compte aussi. Il faut arrêter les casquettes.
Ouais, alors même quand tu donnes pas de casquette, le fait d'être invité, de participer au développement d'un jeu, c'est valorisant. Et en fait, ils vont avoir tendance à minimiser les défauts, à pas le dire en fait, tout par politesse enfin voilà, ils sont invités. C'est comme si tu étais invité chez quelqu'un, il te fait à manger, même si c'est immonde, Tu vas pas lui dire, tu vas dire, oui, bon, tu vois, tu diras pas c'est dégueulasse quoi. Donc là, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut les playtests, ça reste que des playtests et c'est pas des vrais joueurs. Et le vrai joueur à la fin, lui, il s'en fiche de ta cuisine, que ton four était en panne ou que ta poêle n'est pas la bonne, ou ta viande n'était pas de bonne qualité. Lui, il s'en fiche. Lui, il a acheté un jeu, il veut un jeu de qualité, c'est complètement normal. Et donc, tu auras des retours et puis on essaie de corriger. Alors, c'est pour ça qu'avant, on pouvait pas patcher. Maintenant, on peut patcher. De notre temps. De notre temps, le jeu, on les gravait dans le marbre à la main avec nos petits burins. On lève les mains. Et quand il sortait. Maintenant, heureusement, on peut patcher et donc on corrige encore après la sortie du jeu. C'est donc possible le joueur le patron. C'est le joueur le patron, clairement. Ouais. Et c'est possible dans vos deux métiers de corriger des trucs comme ça après coup. En fonction, on parlait de performance et aussi de taille que font ces mises à jour, mais oui, c'est possible dans les deux. Ça dépend de la structure des datas, pour le coup. Ouais. Là, je vais pas rentrer dans les détails parce que là, c'est vraiment technique, mais en théorie, oui. Moi, je vais rebondir juste un truc vite fait quand on parlait de lisibilité et de construction un peu des niveaux. On utilise aussi beaucoup des biais cognitifs, ce qui est ancré dans l'être humain. Rien que par exemple la lecture en Z, tu vois, quand on lit quelque chose, on commence toujours de gauche et ensuite à droite, et ça on le met en place souvent dans le LD. Si je peux prendre un exemple, par exemple, d'application concrète, vous connaissez Assassin's Creed Syndicate? Oui. Le nom. Oui. J'ai pas joué, c'est vrai. Pendant la révolution industrielle à Londres, et par exemple, en tant que LD, on va me donner une mission. Ok, là, il faut que le joueur il ait volé quelque chose et il doit fuir et se sentir oppressé et poursuivi. Quand j'ai ces infos en tête, je vais construire du coup plutôt des ruelles du coup dans lesquelles le joueur il va se retrouver et lui créer des échappatoires. Donc, par exemple, dans l'inconscient de l'être humain, s'échapper d'une situation, c'est souvent grimper. C'est des choses qu'on peut analyser. Et du coup, des missions comme ça, en fait, on va venir bloquer le joueur au sol, resserrer les murs et lui offrir des portes de sortie plutôt en hauteur qu'il va devoir aussi regarder. Tous ces petits détails, des fois, d'inconscient, on le met en place dans le LD pour que l'aventure soit cohérente, en fait, dans le genre. Tu parlais de la lecture de gauche à droite, mais si vous faites un jeu à destination de la population asiatique... Ou anglaise. Néo-zélandaise. Ou arabe. Aussi, voilà, ou en hébreu, en arabe. Hébreu, machin. C'est une très bonne question. Vous changez des trucs ou... Alors non. On va dire que c'est devenu une convention mondiale en fait. Le marché du jeu vidéo étant un marché mondial, en fait, tu es obligé d'adopter des conventions, on va dire les plus générales possibles. Mais c'est aussi un point de vue peut-être occidental, eurocentré ou occidocentré. Là, on est dans le total. Mais c'est une industrie qui est quand même née, on va dire, en Europe, aux États-Unis, au Japon aussi, mais c'est vrai que les codes ont été établis quand même sous cette forme et c'est devenu un code un peu mondial. Mais c'est pas non plus la lecture de gauche à droite, c'est pas critique. C'est pas une obligation, clairement. C'est pas une obligation, mais c'est vrai que n'importe qui construit une image, même on va dire un graphiste qui va faire une image là pour le coup qui est pas du tout du jeu vidéo. Instinctivement, on va quand même avoir tendance à construire de en haut à gauche, en bas à droite, en tant que, on va dire, européen ou utilisant une langue européenne. Et en LD et aussi. Un alphabet. Ouais, clairement. Tu vas pas mettre la sortie d'abord et dire bon, comment je vais ma sortie maintenant? Alors ça peut. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on peut tout le temps se contredire dans nos métiers, mais souvent on applique des généralités pour que ce soit fluide pour le joueur. On parlait des fois de fluidité dans la lisibilité. En un coup d'œil, je dois savoir où je suis et ce que je dois faire. Et ça en fait partie. D'utiliser des codes qui existent déjà. On va pas réinventer la roue. Ça hérite du cinéma aussi. Comment? Oui. Ça hérite du cinéma. Le jeu vidéo hérite énormément du cinéma et de la peinture, même, je dirais, jusque-là. On fait de l'image, en fait. Et l'image, c'est un mode de communication. Donc, à partir de là, tu réinventes pas la communication par l'image. Enfin, on n'a pas cette prétention-là, en tout cas. Et c'est une chaîne. C'est une chaîne. Dans le sens où tu dis le jeu vidéo s'inspire du cinéma, mais le cinéma s'inspire de la peinture, de la photographie, et puis qui s'inspire du tableau. Oui. C'est des codes qui ont été construits, qui ont mis des siècles à se construire. Donc voilà. Et après, c'est vrai que tu peux jouer aussi avec les codes d'autres cultures. Voilà, c'est pas non plus centré que sur la culture européenne pour le coup. Tu peux jouer avec les codes. En fait, ils sont là, ils sont établis, mais c'est pas pour ça que t'as pas le droit ou d'aller complètement à l'inverse, ou de prendre d'autres codes, ou de jouer avec, ou de tromper le joueur
quand tu as besoin C'est de là te où on vient tromper. Enfin, surprendre le joueur, ouais. c'est là que c'est intéressant et que tu n'appliques pas des recettes à la lettre, heureusement, parce que ça rendrait Ce sera triste. les jeux plus tristes et puis notre boulot moins marrant aussi. Parce que je sais que du coup, en level design, vous allez avoir plus tendance à mettre des pièges, justement, ou à mettre, notamment quand je sais que tu t'es occupé de pas mal de choses du côté énigme, des salles avec de gros puzzles, on va dire, ce genre de choses. Là, tu peux t'amuser à vraiment tordre le truc, mais en art, est-ce que tu as vraiment cette opportunité, tu vois D'ailleurs, comment est-ce que vous... Là aussi, il y a un peu ce truc de qui a le dernier mot, finalement, dans ce cas-là, parce que toi, tu as pensé à un puzzle. Est-ce que déjà, c'est toi qui penses au puzzle en entier donc là, je parle vraiment typiquement des salles à énigmes. C'est un truc qu'on n'a pas au cinéma, par exemple. Au cinéma, t'as que des scènes narratives, globalement. Oui. C'est extrêmement rare d'avoir vraiment un plan où tu dis, alors là, il faut que je devine comment le mec va sortir de là. Ça peut arriver. Tu peux le faire. Des fois, il peut y avoir le jeu, mais bon. Alors, moi, j'ai fait plus de puzzles de navigation, donc pas de puzzles comme toi tu l'entends, ça c'était plutôt les collègues. Mais si je parle en leur nom, oui, c'était ce qu'on disait, c'est le LD à la premier, enfin même le dernier mot de son challenge, qu'est-ce que le joueur va devoir faire, et la lisibilité qu'il souhaite. Et après, il y a une phase de votre côté où même, on n'a pas parlé des concept art, mais ça aide aussi avant d'attaquer un niveau, de se projeter sur comment on pourrait rendre lisible ce challenge, justement. La personne qui fait le concept art, est-ce qu'elle a déjà une première, on va dire comme quelqu'un qui dégrossirait un peu le monde et qui donne déjà des premières directions de comment s'articule globalement le biome dont tu parlais. Alors voilà, ça dépend des productions, ça dépend vraiment des productions et ça dépend des niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux où nous on va avoir besoin d'un concept art parce c'est un truc très particulier qu'on a vraiment, où le directeur artistique veut vraiment quelque chose de très particulier. Dans ces cas-là, il fait faire un concept art par un concept artiste et on essaie de coller le plus près possible. Mais nous, on a 270 ou 260 niveaux dans le jeu. 300 niveaux, je crois, maintenant. Ah bon, on en a 300. C'est pas mal. Donc, on n'a pas 300 concept art. Et puis, c'est pas l'idée non plus parce que nous, on crée un vocabulaire, en fait. Nous, on crée nos Lego, nos briques. On fait des briques de Lego, en fait. Et après, les level artistes, ils ont leur Lego. Et après, ils fabriquent à chaque fois une scène avec leurs briques. On sait que ce sera cohérent puisque les briques, elles sont faites pour aller ensemble. Mais il a beaucoup de liberté pour interpréter. Et heureusement. Parce que déjà, ce serait peut-être une vision un peu figée. Parce qu'en plus, on pourrait pas, enfin, il suffit que le level design change et puis ton concept art tu prends et tu le jettes parce que c'est plus le même. Donc en fait à un moment on fait aussi appel à l'intelligence et au talent des gens de l'équipe en level art et ils en ont, ça tombe bien. Ils en ont même plein et du coup voilà et on surveille pas chaque élément qu'ils posent ils ont beaucoup de liberté et heureusement parce qu'ils interprètent avec ces briques de Lego. Nous on est sur des briques. Voilà. Les briques, on les a validées, on les a vues. Elles vont bien ensemble. Et après, derrière, amusez-vous avec, en fait. Une fois qu'elles sont construites et validées, du coup, toi, Erwan, t'es un peu plus coincé quelque part. Tu dois te limiter à dire, OK, bon, si je fais une plateforme de telle taille et tel bordel où je peux plus vraiment parce qu'ils vont plus avoir les assets. Quand on est bien lancé dans la prod, parce que là, on connaît bien vos métiers maintenant, mais une fois qu'on est dedans, que la machine elle est avancée, on est à 2 ans de prod, 3 ans, et il faut sortir le jeu, il faut qu'il sorte à un moment donné. Vous pouvez pas vous amuser à créer des assets toutes les 2 secondes. Donc il faut bien qu'à un moment donné... après, ça date jusqu'à la dernière seconde. Mais en vrai, je vais pas parler pour Erwan, pardon, mais il y a vachement d'échanges, vachement de dialogue. C'est pas une équipe qui finit son truc et qui file le paquet à une autre équipe. Ça marche pas du tout comme ça. Ouais. On passe notre temps à échanger, on passe notre temps à discuter. Erwan, on a parlé 200 fois de 200 sujets différents. Des fois, c'est très micro. On parle des fois de juste bouger un pilier parce que pour un platformer, sauter de plateforme en plateforme, c'est le gameplay principal. Et si la plateforme d'arrivée est pas lisible, là, le dernier mot, elle intervient. Faudra mieux tège le pilier pour mettre autre chose à la place. Et ouais, pour répondre à ta question de quand ce moment il intervient, au début, c'est pour ça qu'on évite d'habiller les niveaux trop tôt. Et c'est pour ça que dans la prod, il faut trouver le juste moment où on vous met pas dans la merde à tout devoir faire rapidement. Mais au début, c'est pour ça que pour itérer vite, on reste sur nos briques de Lego, nous aussi, dont tu parlais, pour pouvoir faire plein d'itérations, même des playtests encore, sans aucun visuel. Et ensuite, on commence à valider les scènes. Là, on est content de ce challenge, on va le garder, on commence à habiller. Et là, ensuite, des petits moves micro arrivent. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais changé toute une scène. Ou alors aussi on l'a carrément cut et remplacé par autre chose, quoi. Pour le visualiser. Une fois que vous habillez, on ne demande pas à tout changer parce que ce serait impossible. La première vision qu'il y a eu, si nous on change la topologie,
bon, bah, c'est une nouvelle vision à avoir. Mais en fait, c'est presque la même équipe. Hein. Très honnêtement, les échanges sont tellement permanents et serrés. D'ailleurs, les deux équipes sont dans la même pièce ou dans la même partie de l'open space. Et en fait, on est presque la même équipe. Donc, vous connaissez les métiers de l'un et l'autre, quoi. Complètement. Globalement. Pas techniquement, ça c'est sûr. Mais par contre, on connaît les métiers, on connaît aussi les contraintes. C'est pour ça que c'est bien de les savoir. Enfin, ce que je dis au début, pendant mes études, d'avoir pu faire de la modé. Bah, par exemple, quand on a des idées, on sait quoi proposer et pas partir trop loin aussi, je trouve. Et vous, inversement aussi, quand vous avez des suggestions, vous êtes directement cohérent dans ce que vous proposez. Et pour le coup, on a la chance d'avoir des level designers et notamment un lead level designer qui sont des gens qui pensent image. Et ça rend les choses beaucoup plus faciles. C'est-à-dire que c'est pas non, c'est mon design et ça bouge pas. Ça, on discute sans arrêt. Et de notre côté, 99% des level artistes sont des joueurs. Et donc, ils comprennent les contraintes. Et si ça marche pas, on entend. Il y a pas de ah, tu l'as mis comme ça, t'as plus le droit d'y toucher. Enfin, encore une fois, je pense que une équipe qui bosse bien, elle bosse pour le joueur, l'utilisateur final. Et donc, et on a intérêt à ce que ça m'a bossé ensemble, en fait. Et puis, ça se passe en général vraiment très bien. Alors moi, j'ai une question un peu plus pragmatique parce que, en tant que level artiste, toi, tu récupères des assets et tu les montes. Ouais. Ou est-ce que tu modélises, texturises ? Alors, ça dépend des productions. Ça dépend des productions. En l'occurrence, nous, on tenait même à ce que tout le monde fasse tout. C'est-à-dire que les level artistes fabriquent aussi des assets, fabriquent aussi des textures. Et moi, à mon sens, c'est extrêmement important. Parce qu'il y a un sentiment d'appropriation aussi. Qui fait que t'es pas juste un élément en bout de chaîne qui attend que ça tombe. Va monter les qui va monter. Comme sur certaines plan, productions, quand t'as des équipes de 500, 1000 personnes sur un immense jeu, il y a des gens qui vont faire que des props. Donc, ils vont modéliser des tonneaux, des caisses, des colonnes, et voilà. Et ils vont faire que ça, ils vont transmettre à une autre, on va dire presque une autre équipe qui assemble les niveaux. Pour être très honnête, c'est pas les prods les plus fun. À mon sens. Horrible en termes de créativité. J'ai l'impression, enfin, j'en ai fait un petit peu. Pour moi, c'est l'usine. Ce qui se passe dans l'animation, Arwan, je te le dis tout de suite. Pour moi, c'est l'usine. Et je trouve que c'est aussi le charme de travailler sur des productions, on va dire. Alors, nous, on se dit indie, mais c'est le indie façon Ubisoft. On est quand même 100 personnes. C'est quand même des grosses équipes par rapport à des vrais indies. Mais dans l'état d'esprit, il y a ce côté, justement, tout le monde fait tout. Et tout le monde connaît le métier de tout le monde aussi. Et ça change complètement parce que tu vas au boulot avec le sourire tous les matins, parce que tu sais que c'est ton jeu aussi, en fait. C'est pas, t'es pas à la chaîne à remplir une liste de tâches. Tous les jours, tu mets les mains dans le jeu qui est aussi le tien. Et en fait, moi, j'ai tendance à penser que cette organisation-là, qui est due aussi au fait que j'ai pas envie de faire du management pur et dur et faire que ça, en fait, ça donne une bien meilleure qualité à la fin. Parce que justement, tout le monde met tout le temps le petit plus et surtout met des intentions dans ce qu'il fait. Parce que si par exemple, on te donne une liste d'éléments à produire et que tu sais pas comment ils vont être utilisés, les petites intentions en plus qui vont dans le sens de ce que tu veux raconter, tu les mettras pas parce que tu n'as pas cette vision, ce recul et cette vision globale. Alors que quand les gens sont vraiment complètement pris dans l'histoire, dans le jeu, en fait, ils vont travailler dans le sens du jeu, dans le sens de ce qu'on veut raconter. Et en fait, à mon sens, la qualité est bien meilleure à la fin. Il y a un point là, 2 fois de suite que tu as ramené qui est très intéressant, je trouve, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas quand on n'est pas encore rentré dans une boîte de jeu. C'est mais putain, pourquoi est-ce qu'ils veulent pas recruter de gens qui ne jouent pas ? En fait, j'y connais beaucoup de personnes qui ont postulé dans des boîtes de jeux et qui n'ont pas été prises parce que elles sont pas joueuses. C'est des artistes, de très bons artistes, mais ils sont pas joueurs. Alors évidemment, si t'as un génie du génie, tu vas le prendre. C'est pas une règle aussi stricte que ça, mais c'est quand même un vrai plus. C'est souvent ramené, tu vois. C'est souvent, en tout cas entre deux juniors, par exemple, ou entre deux mid à peu près du même niveau équivalent, j'ai souvent entendu que la boîte allait prendre quelqu'un qui a cette fibre. Et tu sens que la personne, elle capte qu'est-ce que c'est que du jeu, pourquoi tu fais un jeu, c'est pas juste pour faire des belles images, c'est aussi pour, tout ça va dans un certain sens, mine de rien.
Et voire même, tu es prêt à sacrifier un peu de ton image. Et ça aussi, des fois, c'est des sacrifices. Ou pour les performances, ou pour la lisibilité, le jeu lui-même, quoi. Et ça, faut être prêt à ça. Ah, moi, j'en ai bouffé, ça. Moi, je suis arrivé, parce que moi, j'arrivais du cinéma. Enfin, voilà, j'ai Arcane avant. Donc, niveau anime, t'es quand même très, très dans le petit détail. Ah ouais. Non, je te connaissais pas comme ça. Non, j'ai pas dit. C'est parce que vous m'avez vu lever la main. J'avoue. C'est qu'on est dans le détail, dans le peaufinage surtout. Et que là, tout d'un coup, il faut te dire, mais comment ça, je vais pas faire un spline au poil de fesse. Mais on s'en branle. On s'en branle. Il faut que ça soit punchy. Il faut que tu le sentes quand tu joues, que ça part tout de suite, que les attaques, tu vas avoir 2 frames pour faire ton antique, blablabla. Là, je vais entrer dans de l'animation. Voilà, on n'est pas là pour parler de ça. Mais il y a un peu le même rôle finalement dans le décor aussi. Je pense que ça dépend des studios qui veulent tenter le risque. Et encore, c'est pas un risque, mais je pense que oui, il faut s'y connaître en jeu vidéo. Mais je pense que la plupart des studios veulent au moins des joueurs plutôt que savoir comment marche une prod. Enfin, si je prends l'exemple de vous en anime, ils vous ont recruté alors que vous n'avez pas fait de prod de JV avant. Ouais. Mais par contre, vous êtes tous joueurs. Vous avez un peu ces notions, d'apporter du fun aux joueurs et d'aller dans le sens de son gameplay. Après, la manière de le faire, ça, je pense que les studios, ils sont prêts à relever le défi de recruter quand même. Et d'apporter une nouvelle vision comme vous avez porté en animation, clairement une nouvelle vision et qui apporte le plus gros de ce que les joueurs aiment sur Prince of Persia. Après, les plus petits studios, comme ils veulent des personnes opérationnelles directement, oui, c'est là où souvent, et malheureusement, ils prennent des personnes qui ont déjà fait du jeu. Et parce que je pense aussi que souvent, t'as pas non plus, dans des petites équipes, tu sais, t'as pas forcément beaucoup de personnes qui ont du temps à allouer à former des gens. Donc, forcément, t'as quelqu'un qui comprend plein de trucs tout de suite par rapport à l'univers. T'as pas à lui expliquer les contraintes, tu sais. Tu t'imagines que la personne, elle va s'adapter un peu plus facilement. Après, les contraintes techniques, c'est pas la technique de manière générale. Moi, je sais que quand ça m'arrive de faire du recrutement, la technique, je mets ça pratiquement en dernier pour une bonne raison, c'est que c'est le plus rapide à apprendre. Ouais. Alors que tout ce qui est artistique et une connaissance, on va dire, du jeu notamment, ça se fait pas en 5 minutes. Et c'est une vraie culture en fait. Alors que apprendre un logiciel, c'est pas une culture, c'est n'importe qui prend un tuto, peut s'auto-former même. Surtout aujourd'hui. Et moi, je préfère prendre des gens talentueux. Avec une bonne connaissance du jeu, avec un bon instinct, plutôt que de prendre des hyper spécialistes d'un logiciel qui peut mourir 2 ans après déjà le logiciel, parce que l'hyper spécialisation elle rend vulnérable par rapport aux évolutions techniques. Et puis des gens qui veulent mettre des intentions dans ce qu'ils font plutôt que d'être des champions d'un soft, quoi. Aussi. Du coup, vous travaillez avec quel soft? En parlant de ça. Vas-y, je commence. Sans dévoiler le secret interne. Non, il n'y a rien de sur Prince of Persia, par exemple, nous on a utilisé Unity, qui est un moteur connu pour prototyper rapidement et faire normalement des jeux à plus petites échelles. Enfin, quand on voit trop grand sur Unity, c'est connu, c'est un peu dangereux. On a relevé le défi quand même. Finalement, justement, ce qui revient en interne, c'est que si on avait su en amont l'ampleur du projet, on n'aurait pas pris Unity par exemple. Et sinon, un deuxième moteur extrêmement utilisé, c'est Unreal Engine, que tout le monde doit connaître. Et c'est 2 moteurs le plus utilisés par le plus grand public. Après, il y a des moteurs maison, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais nous, ça Unity, change pas. Entre les moteurs, un peu quand même dans leur utilisation, que ce soit des raccourcis qu'offrent les moteurs, comme par exemple le visual scripting sur Unreal Engine, plein de choses comme ça, où quand tu arrives sur Unity et que si tu sais pas dev, tu peux rien faire tout seul. À l'inverse de Unreal, où tu peux te démerder par toi-même et faire quand même des protos solo, je trouve. Okay. Oui, parce que c'est du nodal, donc c'est ça. Si tu regardes quelques tutos, tu vas comprendre que pour relier ta manette, ne serait-ce que ça, pour assigner un bouton sur telle action. C'est exactement ça. Et même ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils font aussi des prototypes de gameplay element. C'est-à-dire qu'au début, ils travaillent très, très crasseux, faut le dire. Nous non, on fait les choses bien. Si. Et en fait, ils font, c'est un peu la fête du gameplay element au début, et ils en prototypent beaucoup, et c'est très bien qu'ils le fassent parce que ça permet de trouver des nouvelles interactions, des choses intéressantes, et après on rationalise. Et il faut qu'un moteur il puisse laisser la possibilité à des level designers de créer facilement en fait ces éléments-là. Donc voilà, et après si en plus tu as la moyen de facilement en nodal de faire des interactions, c'est beaucoup plus simple que si tu dois coder en fait, ou scripter au moins. Ouais, c'est très vrai. Côté design, on va favoriser un moteur qui permet d'itérer facilement.
Enfin, rien qu'à appuyer sur le bouton play et pouvoir jouer sa scène, s'il faut 30 secondes de loading, c'est horrible. Fois le nombre de fois où on le fait, fois le nombre de personnes qui travaillent sur la prod, fois le nombre de jours de prod, ça fait des mois. Ça fait des mois. Sûr. Et côté ingénieur, on choisit aussi un moteur de par ce qu'il peut offrir en possibilité d'évolution. Enfin là, je pense sur notre projet, on a demandé 1 milliard de tools et tout ce qu'ont pu nous faire les ingés, c'était incroyable pour itérer plus rapidement. Ouais. C'est ce qui fait la différence, par exemple, entre faire un pseudo-indie chez Ubisoft et un vrai indie, c'est que nous, on a des ingés de dingue qui ont pris Unity et qui en ont fait ce dont on avait besoin vraiment. Ça ressemble plus à Unity. Ça ressemble plus à Unity. en gros. C'est-à-dire qu'on a pris la version avec le code source et ils ont tapé dans le code source direct. Donc en fait, ça, tout le monde peut pas se le permettre et c'est une chance énorme. Après, côté art, là, il y a des implications qui sont celles du rendu, notamment la qualité du moteur de rendu. Et ça, pour le coup, c'est vraiment inhérent au moteur que tu choisis. Et après, on a tous les outils, nous, de production d'assets. Alors pendant très longtemps, ça a été 3ds Max, ce vieux dinosaure de 3ds Max qui a jamais été nettoyé, hein, faut le dire. Donc c'est un dinosaure sale, hein, mais il y a encore une grosse couche de poussière. Il y a des couches et des couches. Il y a des couches sédimentaires, on va dire, quasiment. Et là, on est passé à Blender. Donc là, pour le coup, ça change un peu la vie. Et en plus, il est open source, donc vous pouvez modifier le code source. Aussi, on peut scripter dedans, et voilà, et donc ça c'est super. Et après, pour tout ce qui est texture, c'est Substance, Designer et Painter en fonction de ce qu'on veut faire. Mais ouais, c'est bon, un peu de Photoshop quand nécessaire, mais beaucoup moins qu'avant. Okay. Parce que l'avantage de Designer, notamment Substance Designer, c'est que c'est non destructif. Donc ça veut dire que tu peux sans arrêt revenir et régénérer des variantes, notamment réutiliser des bouts pour les réutiliser, enfin prendre des bouts pour les réutiliser ailleurs. T'as fait du bois, tu prends ce bout de bois et puis tu vas en faire une statue et puis tu vas enfin bon, il y a des possibilités à l'infini et même de post-process, même de matériaux, des choses comme ça. Enfin il y a mille façons de l'utiliser. C'est une boîte à outils absolument géniale. Donc, oui, genre avec un seul matériau, tu peux décliner. Tu peux faire des variantes, tu peux reteinter en 2 secondes et surtout sans toucher, sans jamais casser ce que tu as fait au départ. Donc en fait, Photoshop, le problème de Photoshop, c'est que tu itères à la main, mais une fois que tu l'as fait, si tu veux le changer, tu recommences en fait. Alors que nous, si on veut changer, on change un des paramètres et il nous régénère. On va dire, alors je vais pas rentrer dans les détails des normal maps, etc., parce que je pense pas que tout le monde connaisse, mais en tout cas, il va nous régénérer toutes les couches nécessaires pour un matériau, et en prenant en compte ce changement. Donc, ça nous a révolutionné et changé la vie totalement. Ça fait une bonne dizaine d'années maintenant, mais les versions évoluent et voilà, et c'est super performant. J'en profite pour poser la question patrio-bipède. Je t'en prie. Puisqu'elle rebondit assez bien. Alors, vous avez déjà pas mal répondu à la question globale, un peu tout du long, mais sa question était, on est un peu dans le sujet là, est-ce que vous êtes en étroite collaboration avec ceux qui s'occupent du moteur en tant que tel? Et du coup, est-ce que vous pouvez, de votre côté, proposer des idées de gameplay, etc. Comment ça se passe, votre lien entre, finalement, le gras du moteur. C'est deux questions en une, en fait. Ouais. C'est 2 questions en une. Moi, je peux répondre peut-être côté moteur, parce que c'est vrai que moi, j'interagis pas mal avec les ingés 3D. Donc, les ingés 3D sont ceux qui sont responsables du rendu. Question de Mitch, je précise comme ça, voilà. Alors, Mitch. Bipède, Mitch. Notre patro bipède japonais, s'il vous plaît. Oh, oui. Alors, international, monsieur, qu'est-ce que tu veux? Très classe. Donc, Mitch. Oui. En fait, nous, on fait des demandes auprès des ingés 3D. Alors, encore une fois, on a la chance d'avoir des ingés 3D qui sont capables de nous changer des choses dans un moteur comme Unity. C'est pas le cas de toutes les prods, mais nous, on peut le faire. Et donc, par exemple, en termes de shader, donc de rendu des matériaux, on peut avoir des choses très précises en termes d'éclairage aussi, on peut faire des demandes et ça fait partie, alors ça c'est en étroite collaboration avec un poste dont on n'a pas parlé qui est le directeur technique art, donc qui s'appelle Benga sur notre prod. Benjamin, qui était une autre question de Benoît, qui n'est pas là, c'est quoi la différence avec le technical artist? Tu reviendras. Tu peux peut-être le faire là. Vite fait. Oui, en fait, technical artist, c'est encore un tout petit peu autre chose, mais on va dire que le chef. C'était toi? Pardon, c'était une question du doc, désolé. On va dire que le directeur technique art, il est un peu patron des technical artists, mais ça reste les mêmes corps de métier. On est côté outils pour les artistes. Okay. Outils et aussi interface avec les ingénieurs.
quand il y a besoin. Donc là, moi, je sais Benga, donc le fameux Benga, on se connaît très très bien depuis très longtemps, on travaille ensemble, on a travaillé sur Rayman ensemble, et on formule les demandes en fait. Moi, je sais ce dont l'équipe va avoir besoin. Lui, il sait le mettre en forme pour le présenter aux ingénieurs en fait, pour que ce soit vraiment comme un cahier des charges. Et après, derrière, on échange énormément avec les ingénieurs, mais de manière informelle, parce que c'est pareil, c'est des gens qui connaissent notre métier. Ils font pas juste du 0-1 où ils parlent pas que au processeur, ils parlent aussi à des gens. Parce que en CG, c'est vachement plus le cas. Les gens qui dev sont vraiment très loin des artistes, tu vois. C'est pas le cas, c'est pareil, c'est pas le cas sur toutes les prods, mais nous, on a la chance, encore une fois, d'avoir une petite équipe, on est tous côte à côte et on se connaît bien. Donc en fait, moi, ça m'arrive d'aller voir un ingénieur et de dire ce qui serait super, c'est qu'on ait la possibilité d'avoir une deuxième couche de matériaux mouillés qui nous permet de gérer la hauteur de l'eau et de mouiller les matériaux au fur et à mesure que l'eau monte. C'est un exemple, hein, mais voilà. Et ça, c'était pas prévu au départ, le matériau avec une couche. Bon. Et en fait, en discutant, il dit on peut trouver cette solution qui fait que on a une deuxième couche de matériaux, on fait une version mouillée et on blend les deux, on mélange les deux, pardon. Et on obtient l'effet qu'on veut en fait. Et ça, nous, il faut qu'on le définisse avant parce qu'il va pas prendre cette initiative si le besoin n'existe pas. Il a autre chose à Évidemment, il a autre chose à faire. Et puis surtout, il va pas développer quelque chose pour le plaisir de le faire. Il faut que ça ait un sens par rapport à ce qu'on veut produire nous. Et donc là, c'est des échanges qui sont pareils et permanents en fait. Mais il y a très peu de corps de métier avec lesquels on n'interagit pas. Ça aussi, Erwan, c'était arrivé. De notre côté, ouais, ça arrivait pas mal. Un peu comme tout ce que tu dis. Mais nous, c'était plus dans le live. C'est qu'est-ce qu'on a besoin de là maintenant tout de suite pour améliorer nos process et que ce soit plus rapide. Donc, c'est plus dans l'optimisation que de vrais outils. C'est des choses qu'on faisait manuellement, comment on peut l'automatiser et puis avoir à perdre 5 minutes pour le faire, voire une demi-heure. Okay. Et ça, c'était le plus gros des échanges qu'on avait avec les ingé-moteurs du coup. Comment rendre ce quotidien plus facile et rapide dans l'itération. Ouais. Trop bien. Ok. Très bien. Le temps file. Le temps file très bien. Eh bien, allons-y. Le temps file très bien. Eh ben oui. Donc, on arrive à la... derrière, évidemment. Bah, bien sûr, parce qu'on a plein de questions. Regarde, j'en ai noté et tout. Il nous en reste. On aura le tatouin. Mais fin d'émission, rime avec. Ardisson, bien sûr. Voilà. Alors, Erwan n'a pas la ref. Non. Et JB moi, je l'ai, c'est pour ça que je flippe, en fait. Voilà, musique de boomer. Non, pas du tout. C'est le moment Ardisson, c'est-à-dire que c'est un petit peu, je sais pas, vous n'avez pas prévenu. Non, on va découvrir, c'est cool. Surprise, mais ça c'est bien, j'aime bien. En fait, c'est une petite interview, alors avec des questions très très simples, mais un petit peu décalées. Ok. Voilà, donc pas de piège, rien du tout, voilà. Mais réponse vous l'aviez courte, pas. J'imagine. Comment? Réponse courte. Pas forcément. Okay, non, pas forcément. Ça dépend. Il y a eu des moments Ardisson. Il y a eu un mot, deux mots, et puis voilà, c'est tout. Mais bon. Là, c'est une interview qui s'appelle Le meilleur du pire. Oh putain. Eh ben. on va faire sortir des dossiers. Ça fait, on voit même le jingle, le logo et tout quoi. On y est. Quel est le meilleur jeu récent pour vous pour le level design? Très bonne question. Ça c'est dur. Tout le monde a son avis. Moi, non, mais voilà, chacun, il faut que ce soit perso. Hein. Récent, je vais devoir citer Mario Wonder, qui est un très bon exemple de level design avec des gameplay elements, justement, où on peut faire énormément de choses avec peu de choses, justement. Okay. Donc, je dirais Mario Wonder pour le sur récent. Super Mario World Wonder. Ouais, son nom complet, c'est... parce que bon, je crois que c'est le nom complet, Super Mario Wonder. Sur Switch. Sur Switch, Nintendo. Et alors moi, en ce qui me concerne, c'est la pire question que tu pouvais me poser. En level art, tu veux dire? En level art, puisque c'est chacun dans sa... En level design, moi, les jeux que j'aime, en général, sont pas des jeux... très level design, donc je vais répondre pour le level art. Baldur's Gate, le dernier auquel j'ai joué, qui est très 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 impressionnant, qui est très impressionnant à tout point de vue. Baldur's Gate 3. Oui, 3. Parce que tu l'as pas précisé. Oui, parce que j'ai joué aussi au 1 ou 2. c'est pareil. C'est au fur et à mesure on donne des indices sur l'année de naissance. Ça fait très très peur. Mais en l'occurrence le 3, j'étais déjà fan du 1 des premiers, en fait des anciens, mais le boulot qui a été fait est absolument ahurissant. À quel niveau du coup? La diversité, puis les interactions que tu peux avoir avec les éléments de décor, tout, en fait, à tout point de vue, l'éclairage, enfin, il y a des jeux plus beaux, au sens réaliste, etc. Mais par contre, à une telle échelle, tenir une telle qualité, c'est très, très, très impressionnant, parce que c'est immense. Je sais pas comment ils ont fait, vraiment. Je sais que c'est pas leur,
ils sont pas partis comme ça en slip comme ça. Ils en ont fait 2 avant qui s'appelaient pas Baldur's Gate, mais les Divinity qui étaient complètement dans la même veine. Et moi, je suis vraiment admiratif de leur boulot, vraiment, à tout point de vue. Et puis la question est si je peux rajouter ce que je déteste choisir dans la vie. Là, j'ai répondu pour de la 2D, enfin platformer 2D avec Mario Wonder. Mais si je devais répondre pour de la 3D, navigation en 3 dimensions, bah c'est clairement Breath of the Wild, le dernier Zelda, enfin l'avant-dernier. Parce que lui, c'était un très bon exemple de comment on produit un bon open world de par le début, la tutorialisation sur l'île en haut. Je sais pas si vous avez joué, les gars. Donc la tutorialisation au niveau de l'île, donc au début c'est très micro dans le gameplay et très vite tu arrives en bord de falaise, donc tu vois l'immensité du world et il te force à te jeter dans le vide. Et voilà, je passe les détails, mais dans Zelda, tout est bien amené pour l'exploration. Mais justement le sentiment d'exploration, alors qu'en fait c'est très guidé, et aussi l'opportunité de finir le jeu finalement une demi-heure en allant direct straight to the point au boss final. Et donc, du coup en slip avec une gamelle et une douche. Une épée en bois. Donc le coup vraiment. Mon choix sur la 3D ce serait Breath of the Wild. Ah ok. Très Nintendo quand même. Hein. Mais c'est vrai. Non mais cela dit, tous les level designers du monde vont citer Nintendo parce que ils rigolent pas du tout là-dessus quoi. Vraiment, ils mettent ça au cœur de l'expérience à fond. Et le pire jeu récent en termes de level design. Je te laisse répondre. Non, je réfléchis à ma réponse. Sur qui je vais. Non, mais je peux pas taper comme ça. Non. C'est pas que pour jeter des pierres, mais c'est que des fois, le jeu s'est fait parce qu'il y avait pas d'argent ou parce que il a été rushé ou parce que je sais pas. Comprends. Mais là où je dois confesser, c'est que malheureusement, j'ai plus le temps de découvrir énormément de jeux et je devrais justement avec mon métier. Donc, j'ai pas trop d'exemples en tête. Je suis retourné un vieux jeu aussi, hein. Non, parce que ça, c'est Non, moi j'ai une réponse pour. J'ai une réponse. Récent, vas-y, fonce comme ça. Dans les récents, le pire en level art, le Pokémon, là, les derniers Pokémon, ils sont absolument dégueulasses. Vraiment, ils sont Nintendo qui assure le design. Parfois en art, parfois. Mais c'est plus Nintendo. Non, c'est pas eux qui l'ont fait. C'est pas eux qui l'ont fait, mais là, franchement, il y a des trucs qui sont, à mon sens, abusés, quoi. Et pour le coup, tu disais, on sait qu'ils ont été complètement pressés. On leur a pressé le citron de fou pour que ça sorte. Non, mais c'est pas. J'ai pas dit les mecs sont mauvais. Hein. Non, attention, hein, c'est pas du tout ça. Hein. J'ai dit que le résultat est pas à la hauteur mais en même temps ils en vendent. J'ai envie de te dire. Ils ont d'autres choses. Ils apportent d'autres choses. Oui, moi je vais me mouiller. Moi je suis pas client, mais Palworld qui est sorti récemment, qui est effectivement l'équivalent de. C'est pas terrible non plus. Voilà, on peut pas dire qu'en termes d'art pour le moment en tout cas, parce qu'ils sont encore en early access, donc ça a changé. C'est pareil, c'est un peu ce truc-là. Ça ressemble un peu d'ailleurs. Hein. Je trouve que en dehors du fait que c'est des Pokémon qui disent pas leur nom, mais ça, même en termes de finition, Mais bon, c'est très très facile. Enfin, je veux dire, on peut regarder Prince of Persia et trouver des pains et dire les gars ils ont mal fini le truc. Parce qu'ils connaissent pas nos contraintes et voilà, et on peut avoir raison en plus de le dire. Je veux dire, il y a des endroits où on est moins content que d'autres et ça arrive toujours sur toutes les prods. J'ai vu Dune 2 hier, il y a des plans, je suis désolé, ils sont dégueux. Non mais voilà, on peut faire sur tout évidemment. Après. Oui, on peut le faire sur tout. Bien sûr. Du coup, Erwan, j'arrive pas du tout à choisir. Parce que de part, les gens me connaissent bisounours. Enfin, j'aime vraiment beaucoup de choses et il faudrait que j'ai un peu plus l'esprit critique des fois. Donc non, j'arrive pas à choisir. Je pense que si je pourrais le donner. Mais c'est l'expérience au global plutôt que juste le LD, mais c'était Far Cry 6, Dans son LD, la manière dont, dans l'open world... Non, je l'ai fait. T'es tellement mort. J'ai osé. T'es tellement viré. Ça prend la porte de... Je suis content d'avoir bossé avec toi, vraiment. Non, ils ont fait un bon taf dans l'expérience au global, mais j'ai pas été transcendé par la manière dont on m'a amené aux différentes missions ou autres. Mais peut-être plus parce que j'ai aussi bouffé beaucoup de jeux avant Far Cry. Mais ce sera ma réponse. Voilà. Très bien. Meilleur jeu ancien. Mais quand je dis ancien, ça peut être, vous pouvez me balancer du Pac-Man ou du Pong. Alors pareil, en termes de level design d'un côté et level art de l'autre. Je réfléchis, il y a trop de trucs bien. C'est vrai que level design, il y a beaucoup de belles choses qui ont été faites, de différentes. C'est à chaque fois une pré-shot. Vas-y, pré-shot. Vas-y. Non, déjà, je t'ai coupé la parole, c'est très mal élevé. Alors, Erwan. Je choisis déjà si je pars dans la 3D ou dans la 2D dans ma réponse. Mais là, ce sera toujours Zelda. Peut-être Nintendo à fond. Moi, j'ai beaucoup aimé Ocarina of Time dans son LD. C'était vraiment impressionnant la manière dont ils ont amené les choses et c'était aussi nouveau. Ocarina of Time. Moi, je vais te montrer comment on se fait pas virer en citant un jeu Ubisoft dans les trucs positifs. The Division, le premier.
En level art, c'est une merveille absolue de A à Z. Ça raconte des histoires de tous les côtés. Ça avec trois bouts de ficelle. C'est franchement, quand il est sorti, j'étais admiratif. Il y a de la couleur tout le temps, alors que c'est quand même un truc post-apo. C'est censé être plutôt gris-marron. Et c'est leur force en fait, c'est que il y a toujours un taxi jaune, une lumière rouge. C'est extrêmement bien foutu. Tu rentres dans les pièces, il y a toujours, tu devines ce qui s'est passé en fait. Et ils te racontent des histoires sans avoir besoin de faire de la réa, que tu découvres par toi-même. Enfin, c'est tout ce que le level art, notamment dans un monde 3D, doit être. Vraiment, pour moi, s'ils avaient fait un boulot, je sais pas si j'ai vu mieux en vrai. Ah oui, Donc c'est facile pour le coup, ma réponse, elle est ouais. Ils ont super bien bossé, vraiment. Et le pire, du coup, dans les vieux trucs. Oh, mais non, mais là, il y en a des millions. Tu rigoles, mais attends, il y a eu des trucs dégueulasses historiquement, même aller où. Enfin, non, il n'y a même pas de réponse à ça. C'est vrai, il y en a eu trop. Ma réponse, ce serait les adaptations de films. Ouais, je pense que j'ai pu jouer à des jeux où tu dis, soit Harry Potter ou des trucs, enfin n'importe quelle licence. Et des fois, c'était vraiment horrible. Genre, même Astérix, il y a des Astérix qui étaient incroyables et des jeux, mais vraiment, tu sens que le jeu il a été fait en une semaine. Là, je parle si dégueulasse en LD. Ouais, c'est limite, il n'y a pas de LD, quoi. T'as pas envie de naviguer, t'as juste envie de poser la manette. On parlait de 3C. Voilà, si la caméra elle est chiante, si les contrôles sont horribles, même pas besoin de penser au caractère, tu droppes la manette, quoi. Non, mais on level art, je te jure, on peut pas répondre à ça. Vraiment, non, mais il y en a, il y en a tellement des trucs ratés, puis je veux dire, peut-être un où tu t'es dit, quand t'as joué, tu t'es dit, c'est vraiment dégueulasse. Vraiment que je fasse fi de ça pour aller jusqu'au bout, parce que je l'aime vraiment. Mais ça, c'est vraiment... mais non, parce que le truc, c'est que je regarde les vidéos avant et que quand c'est à ce point-là, j'y joue même pas, en fait. Franchement, je sais pas. Et dans les vieilles... ça te bloque, ça. C'est intéressant, quand même. C'est quelque chose qui peut te bloquer dans un jeu. Ouais, moi, ça peut me bloquer, ouais. Bah, je joue peu. Quand t'as des gamins, etc., c'est quand même, t'as moins de temps, et puis bon, t'en bouffes toute la journée aussi, faut le dire. Donc, je joue peu, et du coup, j'essaie vraiment de choisir le truc dont je sais que c'est bien. Et c'est vrai que, j'ai tendance à aller vers les jeux qui me plaisent aussi, qui me séduisent visuellement aussi. Après, c'est pas mandatory, c'est pas indispensable. Il y a des bons jeux qui sont moins beaux. Mais quand même, mais non, il y en a trop. Je peux pas vous parler de ça. Vraiment. Ok. C'est tous les films. La meilleure techno qui vous a fait avancer dans votre travail. D'un coup, le meilleur truc ou une itération d'un moteur de jeu, de machin. Clairement. Substance Designer. Et Houdini aussi. En fait, tous les outils procéduraux, quand ils sont arrivés, qui nous ont changé la vie, quoi. Vraiment. En fait, ça fait les trucs chiants à ta place. Donc, à partir de là, alors là, on va virer vers l'IA parce que la question va se poser à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, dans le procédural, c'est-à-dire que des choses, on garde la maîtrise, mais on évite les trucs pénibles. Franchement, pour ça. Malheureusement, avec ma jeune expérience, du coup, j'ai pas eu le temps de voir l'évolution des moteurs ou d'en essayer énormément. Par exemple, j'ai pas bossé avec les moteurs maison pour l'instant. Mais du coup, moi, je dirais Unity, de ce que j'ai pu faire comme projet dessus et l'itération rapide et faire évoluer le moteur avec l'open source. Je dirais que Unity reste une très bonne ref pour faire des projets indés. Et ça, tout le monde ne le sait pas, mais c'est des moteurs à titre individuel, c'est gratuit. Ah oui, et ça, c'est quand même important. Que ce soit Unity ou Unreal, c'est quand même un truc qui est super important. C'est-à-dire que les gens que ça passionne peuvent le télécharger et faire joujou avec, même à titre individuel, comme ça. Tant que vous sortez pas un jeu ou que vous vendez rien, ça vous coûte rien. Il y a énormément aussi de cours en ligne, de packages ultra documenté pour faire des choses. Ce que j'aimais le plus sur les deux moteurs, franchement, je les mets à la même échelle. Ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses, Unreal et Unity. Et les deux offrent des cours, je trouve, pour le grand public et des personnes qui veulent découvrir le milieu, qui sont vraiment cool pour voir. Ça peut être une réorientation professionnelle possible ou pas, quoi. Totalement. Et la pire techno qui devait vous faire avancer et qui, en fait, c'était une épine dans le pied. Enfin, c'est même pas une épine, c'est un tronc d'arbre dans le pied. C'est pas la pire. Mais alors comment ça ou une expérience, ou une anecdote. C'est pas la pire techno, c'est juste que ils avaient fait un mauvais choix. C'est comment ça s'appelait, qui était concurrent de Substance au début, des Suédois. Ça casse un peu la réponse, mais comment il s'appelait? Ça existe toujours, mais maintenant c'est plus qu'une banque de matériaux en fait. Ils ont viré l'éditeur. Forcément, ça perd un peu de son charme. Dit comme ça. Je vais y arriver ou pas?
Tu On cherches va pendant ce trouver, temps. Erwan. Vas-y, Sinon, Erwan, vas-y, vas-y, Erwan. je cherche, ouais. J'expliquerai pourquoi C'est après. marrant, c'est que une du fois coup, je vais me que contredire la réponse d'avant. Bah, ça pourrait être Unity, en fait. Bien. Non, moi, je pense que pour répondre à cette question, c'est un moteur qui empêcherait l'itération. J'ai dit ce mot 10 fois. Donc, pour l'instant, j'ai pas vécu de giga mauvaise expérience. Mais ouais, un moteur qui aurait des ça loadings y est, trop longs, aucun outil pour faciliter le quotidien et Ok. la manière de bosser, ce serait ce choix-là. Mais j'en ai pas, malheureusement. Enfin, heureusement, du coup, non, pour le coup. Oui, Du coup, qu'il pour y ait l'instant, pas, c'est vraiment que des projets cool, en tout cas. Et pendant ce temps-là, sans l'aide d'une recherche, je tiens à le dire, ça m'est revenu. Quixel. Oula, oui, j'aurais jamais Qui, vu. qui est en fait. Nano qui est intégré à Unreal. Oui, mais en Quixel, fait, c'est la Megascan. banque. C'est la D'accord, la voilà, banque. c'est ça. Mais il y avait un éditeur et ils ont fait une erreur stratégique qui était de l'intégrer à Photoshop. Et en fait, ça cumulait les lourdeurs de. L'idée était super et ça marchait. En termes de résultats, ça marchait plutôt bien. Mais en fait, ça faisait des scripts Photoshop et ça éditait des calques. Et quand on connaît la lourdeur de Photoshop qui a enflé au fur et à mesure des années, en fait, c'était un très très mauvais choix parce que bah du coup, ça devenait impossible de bosser dedans. Même si c'est le premier vrai éditeur, on va dire directement sur les objets, qui permettait beaucoup de choses, mais ils ont fait un calcul qui était pas bon, qui était de l'intégrer dans Photoshop et de pas en faire un élément à part. Et du coup, bah, qui le rendait très très lourd à utiliser. Donc c'est une bonne idée, mal exploitée, on va dire. Et Substance n'a pas fait cette erreur-là, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont gagné la bataille. Ouais. Pas pour la banque d'assets, parce que pour le coup, la banque de matériaux Quixel, elle est intégrée à Unreal et ça marche C'est super. parti totalement et ça marche Voilà. Et impeccable. voilà. On est bien d'accord. Voilà, bah, j'ai fini mon moment. Ah bah, très bien. Alors pour finir, est-ce que vous avez quelques références, éventuellement des livres, des chaînes YouTube, je sais pas, que vous aimeriez partager Ça, c'était le point une que ou je deux qui vous viennent à la préparais, tête. justement. Après, on vous leur demandera, on les mettra dans les notes de l'émission s'il y en a Ouais, d'autres. on mais- les mettra dans les trucs de l'émission. Ouais, pour ce qui est référence. Ouais, D'ici voilà, on va un ou faire deux ça. jours, envoyez-nous un mail comme ça. Nous, on les met dans les notes pour l'émission. Ouais. De livres Des en livres. design, il y en a plein. Et en vidéo, par contre, Game Maker, enfin sur YouTube, là, il y a Game Maker, énormément de vidéos intéressantes, enfin dans tous les domaines du jeu vidéo, et ils font des analyses et tout. Je vérifie que c'est bien Game Maker. Je crois Je vais faire une réponse. Je peux te faire une réponse à l'ancienne. Bah, bien sûr. Les grands maîtres, j'ai envie de te dire. Non, mais Miyazaki. tout ce qui s'est fait en art, mais même tout ce qui s'est fait en art. Bah je oui, veux dire- forcément, pour ton métier. Non, mais oui, c'est forcément, sûr. en fait, des livres, oui, mais il y a des livres, tous les livres sur l'art de manière générale. Les musées, quoi, en fait. Les musées, les livres. En fait, c'est se faire une culture artistique au sens très, très, très large. Hein. Attention, ça veut pas dire la peinture classique italienne de la Renaissance, hein, même si ça peut faire partie des références, mais on se rend compte au quotidien dans le boulot que travailler avec des gens qui ont des références, en fait, ça rend les choses faciles, ça amène des idées, ça permet d'échanger, de rebondir, de redonner une référence à quelqu'un. Et puis, un bon directeur artistique, il va aussi parler de références. Et quand tout le monde les comprend, quand tout le monde a les refs, eh ben, ça aide vachement. Et puis, ça enrichit. Parce que le risque, un petit peu, c'est d'ailleurs un des problèmes, on va dire, des écoles de jeux vidéo au sens propre, c'est que ça se regarde un peu le nombril, en fait. Et que quand le jeu vidéo s'auto-référence, eh ben, ça limite un peu, je trouve, les apports. Alors, évidemment, c'est pas le cas de tous les artistes, c'est même le cas de personne, puisque tout le monde a des références hors jeux vidéo, mais ça a tendance à réduire un peu le spectre, et c'est dommage, je trouve, qu'ils aient pas, dans ces écoles-là, des formations artistiques plus généralistes, on va dire, notamment d'histoire de l'art, notamment de dessin, voilà, Pourtant, il y en a quand même. Il y en a, Oui, mais toujours un peu, c'est mais- vraiment une portion Alors congrue, peut-être quoi. plus dans les écoles qui font de l'animation, qui mènent en tout cas du cinéma d'animation, plus qu'à du jeu vidéo. Ils vont très vite dans le jeu pour le jeu. Hein. Très, Ouais. très vite. Moi, je fais aussi des jurys d'école, ça m'arrive, et parfois, je trouve que ça manque de références extérieures, un petit peu. Voilà. Ouais. C'est peut-être un truc d'ancien combattant, j'en sais rien. Non, je pense que tu as raison. Parce qu'il y a beaucoup d'analyses du milieu, souvent, donc d'analyse des jeux phares, pourquoi ces choix-là, et du coup, finalement, comme tu disais, ça ressent tout autour du Ça jeu. devient consanguin, quoi. Le problème, c'est que ça s'autoréférence. C'est un peu ce que tu as sur ArtStation aussi, c'est-à-dire que ArtStation influence ArtStation, qui influence ArtStation, et puis parfois ça manque d'éléments complètement extérieurs, nouveaux. Il y en a, hein, bien sûr. Toutes les généralités sont stupides, donc je vais pas faire une généralité de plus, mais c'est des tendances qu'on retrouve qui font que
parfois, c'est un petit peu, voilà, ça s'auto-référence, quoi. Je vous Mais propose trouve ça de dommage. garder le sujet pour le CG Beers parce que là, il y a plein de trucs. Et puis ça glisse Il y a vers plein de l'IA. débats. Et voilà, et en plus, Waouh, on a des oh, questions l'IA. sur l'IA Ah. qui sont gardées exprès pour ça. Du coup, vous n'avez pas forcément une bible technique à proprement sur le game design ou le level art. Le level design, pardon, le level art. Ouais, je sais Vraiment, même pas je si retrouve le nom, mais Je en- sais même pas, mais ça, c'est ma question en fait. Ça, est-ce que ça existe? Et tu sais quoi, on peut se renseigner. Par On contre, ira se renseigner. En On verra design, bien. l'art, en fait, je vois la couverture, j'ai même plus le titre, je suis le pire. En design, il y a quelques références où tout le monde dans le milieu connaît ces 2-3 livres. Donc tu iras me Donc, les je vous chercher, on donnerai verra les noms. ensemble carrément. Ouais. Mais là, c'est C'est sur la super. chaîne YouTube. on n'a pas travaillé nos Game Maker, réponses. Non, mais Toolkit, celle-là, je crois. c'est pas évident. Game Maker Toolkit. Et eux, ils analysent vraiment le jeu dans tous ces domaines. Et en LD, en tout cas, pourquoi des choix sont faits. Enfin, si je prends l'exemple, rien que faire un escalier, il y a des choix à prendre dans une production. Escalier en collimation ou... Enfin bref, voilà, c'est une, La hauteur une des chaîne marches, YouTube qui est c'est cool. merveilleux. Ouais, clairement, il y a plein de choix à faire. Cette chaîne est cool pour ça. Très bien. Chambé. Et ben vous retrouverez tout ça, les petits bipettes, dans les notes de l'émission, comme Tout d'habitude. à fait. On a Eh ben, des devoirs, merci On a des devoirs à faire à la maison, infiniment. du coup. Ouais, c'est Ah, ça, bah, on super. part avec des devoirs. Ah, vous allez avoir des devoirs après, ouais. Merci Erwan, merci C'était top. Jean-Baptiste. Avec grand plaisir. On Merci en a beaucoup, les gars, appris c'était cool. bien plus Ouais. sur le LD et le LA. Eh, t'as vu? Mais voilà, bah, t'en ressors. On retient. grandi. Eh ben regarde, voilà. Hop, 2 cm de plus. Comme quoi la taille ça compte. Il s'y attendait pas comme d'habitude. Oui, non, effectivement, pas maintenant. C'est l'autre moment Ardisson. Ouais. C'est le moment coulisses d'Ardisson. Bref. Merci beaucoup. Merci mon petit Merci Néo. à tous, merci à vous, merci de nous avoir écoutés. On continue avec le CG Beers juste après. Eh ouais. On n'aura peut-être pas forcément le temps de faire une Pour les très grosse émission, Patreon mais bipèdes. voilà. Voilà, devenez Patreon Bipède pour écouter tout ça. Gros bisous à tous Merci et à encore, bientôt. messieurs. Merci Ciao. à vous. Au revoir.